GPE pour son invitation aujourd'hui. Alors moi, merci. Moi, je suis Thierry Bobet, donc je suis professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital Avicenne, à Bobigny et à l'université Sorbonne Paris-Nord. Et puis, par ailleurs, je m'occupe du Centre national de ressources et de résilience, qui est un nouveau GIP que vous pouvez trouver sur Internet, autour des questions de trauma et de résilience tout type et pour tout public. Et on ambitionne, dans les années qui viennent, de développer des liens plus forts avec la protection de l'enfance. Ce n'a pas été le cas jusque-là, mais on est tout jeune et on est né en pleine crise Covid, donc les choses n'étaient pas très faciles à mettre en place. Donc, ce qui m'a été demandé ce matin, c'est de faire un panorama général. Je vais essayer de ne pas être trop long, d'amener quelques notions et quelques questions aussi qui sont importantes. D'abord, c'est MNA dont on parle. Tout le monde connaît la définition administrative, je dirais, de la situation de MNA qui est en fait une catégorie qui recouvre des situations extrêmement hétérogènes. Simplement, je pense qu'on ne peut pas commencer à prendre a priori cette catégorie MNA sans l'interroger un peu. Elle a de nombreuses limites, elle pose de nombreux problèmes. Le premier, sans doute, c'est que MNA, c'est quelque chose qui disparaît à 18 ans, comme par magie. On n'est plus MNA. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'en est-il des jeunes de 18-21 ans, suivis ou pas par les structures de protection de l'enfance? Donc, on doit s'intéresser, à mon avis, à cette catégorie au-delà de l'âge pile de 18 ans, qui, pour un psychiatre que je suis, n'a aucun sens finalement. Et puis, deuxième question, c'est que cette catégorie, elle aboutit à créer des choses bizarres comme les migeurs, dont on reparlera tout à l'heure, et dont on parle pas, auxquels on ne pense pas forcément quand on parle de MNA. Nous, en tant que cliniciens à l'hôpital, on est bien obligé d'y penser parce qu'on en a beaucoup qui viennent nous demander de l'aide dans des situations très compliquées. Alors, j'ai mis ici, mais je ne vais pas la reprendre, cette classification, cette typologie des différents types de trajectoires des mineurs non accompagnés. Vous trouverez ça dans plein de livres, d'articles, pour souligner qu'il y a des trajectoires extrêmement différentes et qu'il n'y a pas un profil type de MNA. Il y a des MNA qui fuient la guerre, qui fuient les persécutions, etc. Il y en a d'autres qui sont envoyés par des familles de classe moyenne, souvent, pour un projet pour eux ou un projet pour leur famille, auquel ils ne pourront jamais répondre. Quand on envoie un ado de 15 ans en France pour qu'il envoie de l'argent, ça ne marche jamais. Donc voilà, des catégories un peu différentes. Il y en a une qui se... Alors vous voyez que beaucoup ont pu vivre des traumatismes avant le départ, mais pas toutes. Les enfants mandatés n'ont pas forcément vécu de traumatisme avant le départ. Et puis il y a une catégorie quand même qui est notable, c'est ce qu'on appelle les errants. Ce sont ces enfants qui viennent souvent du Maghreb et qui ont, avant la traversée vers l'Europe, un vécu d'enfants en situation de rue. Et donc, enfants en situation de rue, ça veut dire, par exemple, ils sont partis à 8 ans de leur maison et puis à 15 ans, ils arrivent à traverser vers la France. Et un enfant à la rue, bien sûr, c'est vrai au Maghreb, mais c'est tout aussi vrai à Paris, c'est violence sexuelle, violence physique et addiction pour tenir. Là, ceux-là se sont structurés dès l'enfance dans un mode extrêmement adverse. Donc, vous voyez des situations très différentes. On doit quand même penser l'adversité à laquelle font face ces enfants en 3 temps. Donc, l'adversité pré-migratoire. Ce qui apparaît, c'est pas... D'accord, pas de souci. Le vécu pré-migratoire, donc avec des traumatismes parfois exceptionnels, parfois répétés, parfois chroniques, fréquemment des deuils, des séparations, des pertes, deuils parentaux, deuils dans la fratrie, fréquemment des situations de maltraitance et parfois rien de tout ça. Donc cette représentation d'enfants qui auraient vécu un traumatisme dans le pays avant de venir, elle est pas toujours vraie, loin de là. Le deuxième temps de l'adversité, c'est le voyage. Alors moi, pour ceux qui travaillent avec des MNA, je vous invite à les faire parler du voyage en lui-même. C'est impossible d'en parler au début, la plupart du temps, tellement c'est terrible. On connaît tous, c'est passé en Libye, par exemple, pour
pour les jeunes de l'Ouest traversés qui vont en Europe, hein, c'est-à-dire des périodes de violence extrême, ils sont réduits à l'état d'esclaves, y compris esclaves sexuels. On a pas d'ados qui sont contaminés par le VIH dans ces périodes-là en Libye. Donc des violences qui sont étagées sur tout le trajet et qui font que même les enfants qui n'ont pas vécu de traumatisme grave avant de venir en France, en général, en ont vécu pendant le voyage qui peut durer 1 an, 2 ans, hein, pour les jeunes qui viennent d'Asie, par exemple, et qui sont des épopées sinistres dont les jeunes ne veulent pas parler. Et puis le troisième temps de l'adversité, c'est la vie en France, ce qui se passe dans la vie en France. Alors, vous savez qu'il y a la question de prouver la minorité. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus. Vraiment, c'est quelque chose qui doit être mis au jour, qui est fait de manière un peu honteuse, je dirais, par le pays, en confiant à des associations souvent sans aucun repère pour le faire. On travaille sur des critères qui sont en place. Donc, les organismes, qui peuvent être divers, vont évaluer la crédibilité de la minorité de l'enfant. C'est-à-dire que même s'il a des papiers de son pays d'origine qui disent qu'il est mineur, c'est remis en question a priori que ce n'est pas fiable, c'est falsifiable, et donc il va devoir prouver sur des critères que personne ne connaît et qui sont parfois, dans certains départements, je peux vous dire, extrêmement folkloriques. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas tellement parlé. Alors, on sait que la question des tests osseux est refusée par tout le monde, mais maintenue dans la loi par un gouvernement sous Hollande, je ne sais plus lequel c'était, contre l'avis de tous les médecins, de tous les éthiciens, etc., des pédiatres, des légistes. Donc, on aboutit avec cette étape à la création d'un groupe d'enfants qui ont des papiers d'identité qui disent qu'ils sont mineurs et que l'État ne reconnaît pas comme mineurs. Et donc, ils n'ont plus aucun droit, ils n'ont plus les droits des mineurs, ils n'ont pas les droits des majeurs, ils ne sont pas expulsables, pas scolarisables, pas soignables. On organise une espèce de catégorie comme ça qui doit vivre dans des camps ou dans les interstices, etc. Donc ça, c'est très problématique. Nous, on en voit beaucoup. Bon, ces jeunes, ils sont aussi confrontés en France à tout ce qui est de l'inhospitalité. Comme nous tous, ils ont pu voir les résultats de l'élection la semaine dernière, enfin tout ce qu'on entend en ce moment. Hein, voilà. Et puis, un point d'adversité important aussi, c'est l'épée de Damoclès, quoi. C'est-à-dire que même ceux qui sont admis dans le système de protection de l'enfance, sauf les plus jeunes, on ne sait pas, a priori, s'ils vont pouvoir rester. Et eux ne le savent pas. Et ça, demander à des adolescents très, très cabossés de se construire, d'avancer, de se développer, de se projeter, en leur disant oui, mais peut-être qu'à 18 ans, on te met dehors, c'est quand même, on leur demande quand même quelque chose d'un peu impossible. Une difficulté majeure pendant tout ce parcours, aux différentes étapes du parcours, par exemple pour la minorité, ou alors s'ils demandent l'asile, ou alors, d'ailleurs, il y en a de moins en moins qui demandent l'asile, on va s'interroger aussi là-dessus, mais bon, c'est l'injonction à produire un récit de soi cohérent, clair et stable au cours du temps. C'est la clé. C'est ça que tout le monde veut. Et si le récit n'est pas clair, n'est pas cohérent, eh ben, c'est un argument pour penser que ces enfants mentent, ou qu'ils ne sont pas fiables, ou que leur parole n'est pas fiable. Et donc, alors déjà, pour un adolescent, faire un récit de soi, pas simple. Pour un adolescent un peu cabossé, ça l'est encore moins. Mais dans ces cas-là, avec des traumatismes multiples, répétés au cours du temps, des symptômes d'amnésie, une impossibilité de parler de certaines choses, sinon ils pensent qu'ils vont mourir. Des bouts de faux récits vendus par des passeurs pour essayer d'amadouer les assistantes sociales et les psychologues, c'est comment faire un récit. Et pourtant, on leur demande ça très précocement et il y a des enjeux majeurs autour de ça. Donc ça, c'est très compliqué.
Alors, j'ai fait une revue très, très générale. Hein. Mes deux estimés collègues détailleront des recherches et certaines données. La littérature sur les troubles psychologiques ou psychiatriques des mineurs non accompagnés, elle est peu contributive. Pourquoi? Alors là, il y a des vraies questions de recherche, parce que on s'est beaucoup centré sur le PTSD, le trouble de stress post-traumatique. Or, c'est une petite partie, c'est une pointe immergée d'iceberg. Les traumatismes répétés, comme le disait Guillaume Bronsard, ça donne d'autres troubles. Et puis, il y a des comorbidités qui sont souvent au premier plan, des comorbidités addictives, des comorbidités dépressives, des états de crise suicidaire et des addictions, qui sont parfois au premier plan et qui font d'ailleurs qu'on ne voit pas toujours l'ensemble du tableau. Alors, les données qu'on a montrent qu'il y a 20 à 60% des MNA qui présentent des troubles constitués, des données internationales. Bon, mais comment on obtient ce résultat? En général, on leur passe des questionnaires qui sont très réducteurs, sont centrés sur une pathologie, le PTSD par exemple, et parfois c'est des questionnaires de dépistage, parfois c'est des questionnaires diagnostiques, parfois c'est des auto-questionnaires auxquels le patient répond lui-même, parfois c'est hétéro, on demande, parfois c'est traduit, parfois c'est pas traduit, parfois c'est par web questionnaire ou au téléphone, et les échelles, jamais les mêmes. Et ces échelles, elles ne sont pas validées en transculturel, en général. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas validées dans les populations dans lesquelles on les applique. Donc, tout ça pour dire que c'est présomptueux de ma part de dire que ça vaut rien, ça vaut quelque chose, mais c'est très limité quand même comme résultat. C'est faible. Mais on peut considérer, grosso modo, qu'il y a un quart à la moitié, sans doute, des MNA qui présentent des troubles constitués. Ce qu'on voit beaucoup chez nous, c'est des traumatismes complexes avec des troubles dissociatifs importants et des dépressions et des idées suicidaires et malheureusement déjà eu des suicides parmi ces adolescents. Là, c'est quelque chose sur lequel on n'a aucune donnée, c'est le tabou total pour nous en tout cas, vous les avez peut-être, et le nombre de MNA qui se suicident en France, on n'a pas cette info. Donc, ils présentent beaucoup plus de troubles que les jeunes qui sont venus avec un parent, ça va de soi. Ils ont été exposés à plus de traumatismes graves en route, mais aussi en chemin et aussi en France. C'est-à-dire que cette vulnérabilité particulière, elle continue, y compris dans nos institutions et dans notre système de protection. Et ça, c'est intéressant. Il y a eu des études qualitatives qui ont été faites là-dessus, et à mon avis, des études qualitatives menées sur certaines questions dans certains types de publics de MNA, c'est beaucoup plus l'avenir peut-être que des grandes... on interrogeait 5000 avec un questionnaire qui n'est pas adapté, quoi. Je vous donnerai un exemple d'étude qualitative là-dessus, sur les violences sexuelles et les mineurs filles protégées en Angleterre, si vous voulez. Donc, ce que la recherche montre par contre, c'est que quand il y a des troubles constitués, c'est-à-dire quand ils ont vraiment des troubles post-traumatiques complexes, des dépressions, eh ben, ça ne guérit pas avec le placement et la protection. C'est des soins, comme pour tous les autres enfants, théoriquement. Et la tendance est à la chronicisation pour les enfants qui ont des troubles et qui ne sont pas soignés. Et bien sûr, il n'y a aucune donnée qui montrerait que les soins seraient moins efficaces chez ces enfants, hein, parce que ce sont des MNA. Hein. Un tout petit rappel, mais peut-être que vous en avez déjà parlé dans notre séminaire et on ne va pas pouvoir, je ne sais pas, trop long, mais on décrit quand même deux types de traumatismes. Alors ça, c'est seulement depuis les travaux de Léonore Terre en 1990. Avant, personne ne s'intéressait au traumatisme de l'enfant quasiment. Hein. Voilà, c'est quand même un savoir récent. Et Léonore Terre, elle a dit qu'il y avait deux types de traumatismes. Il y a ce qu'on appelle le traumatisme de type 1. Le traumatisme de type 1, c'est un événement traumatique qui peut être très très grave, qui peut être un viol, un attentat, hein, et qui arrive à un moment T à un enfant qui, par ailleurs, va pas trop mal et dispose d'un environnement pas trop mal. Et ça donne typiquement le trouble post-traumatique,
tel que vous le connaissez. J'imagine que tout le monde en a entendu parler, hein. Je ne vais pas refaire la symptomatologie du PTSD. Et puis, le trauma de type 2, c'est les situations dans lesquelles les traumas vont se répéter. L'enfant sait que le trauma va se répéter et il est impuissant ou il se sent impuissant à y faire quelque chose. Ça peut être l'inceste, ça peut être les violences conjugales, mais ça peut être aussi la guerre, euh, la torture, ça peut être la détention, etc. Et dans ces cas-là, l'enfant, non seulement il va avoir les blessures des traumatismes, mais il va en plus devoir euh, utiliser des stratégies de défense pour faire face à quelque chose d'insupportable qui est que ce qui vient de m'arriver est terrifiant, mais ça va recommencer encore et encore et je ne peux rien faire. Et comment on se défend par rapport à ça? Comment on se protège? On développe des mécanismes qui vont mutiler le psychisme et le développement. Par exemple, le déni de la réalité. Ça n'existe pas. Je ne suis pas en train de vivre ce que je vis. L'anesthésie affective. Moi, on me torture, mais j'ai pas mal. Ça fait rien, je ressens rien, je ressens rien pour moi, je ressens rien pour personne, etc. Et ça, chez un enfant, vous comprenez que ça va impacter très lourdement le développement en donnant des troubles plus graves, plus sévères, plus chroniques, avec plus de dissociation, plus de troubles du comportement, plus d'auto-agression également, hein. Donc, c'est sans doute un point important à avoir en compte, à avoir en tête. Il ne faut pas penser le trauma de ces enfants comme le PTSD simple, comme si voilà, l'un de nous assistait à un accident de la route. Pas du tout ça, on est dans des traumas graves et complexes et répétés. Alors, sur le plan de la recherche, ça fait longtemps qu'il y a cette discussion entre trauma simple et trauma complexe. Et jusqu'à présent, dans les classifications internationales, on n'en tenait pas compte. Il y avait un seul trouble post-traumatique, le TSPT, le PTSD, c'est pareil. Depuis la nouvelle version de la classification mondiale des maladies de l'OMS, on introduit un nouveau diagnostic qui est le TSPT complexe. Alors, je vous invite à regarder plus attentivement peut-être ensuite, hein, mais donc il y a les 3 critères du syndrome de stress post-traumatique qui sont les reviviscences. Certains aspects me reviennent sans arrêt et provoquent la même détresse, même longtemps après. L'évitement de tout ce qui pourrait rappeler l'événement, l'état d'hyperalerte, d'hypervigilance, comme si on devenait la sentinelle de soi-même et qu'on devait toujours tout surveiller pour éviter d'être à nouveau attaqué. Et puis en plus, donc, critère supplémentaire du PTSD complexe, les troubles de l'organisation de soi, de self-organization, qui comportent une dysrégulation des émotions, des difficultés interpersonnelles et une altération de la représentation de soi. Et quand vous regardez ces DSO, là, ces troubles d'organisation de soi, qui ont des conséquences de la traumatisation chronique, et notamment chez l'enfant et l'adolescent, vous reconnaissez une grande partie de vos petits bénéficiaires, je ne sais pas comment on dit, aide sociale à l'enfance. Et ces symptômes-là sont effectivement, parlent, je pense, à tous ceux qui s'occupent d'enfants confrontés à des traumas chroniques. Alors, l'intérêt de distinguer ce diagnostic, c'est que les données récentes de la science montrent que, sans doute, ce n'est pas tout à fait la même maladie. C'est-à-dire que l'évolution n'est pas la même, elle est plus chronique, plus sévère pour le trauma complexe, et peut-être aussi que les stratégies thérapeutiques ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est un travail de recherche à faire pour les années qui viennent. Voilà. Les modèles thérapeutiques qu'on a validés, etc., sont tout centrés sur le trauma simple. Alors, pour finir, pour continuer plutôt, la question du soin et de l'adressage vers les soins est très compliquée parce qu'on balance entre 2 positions. Et une position, c'est de se dire, mais du soin, mais ils en auraient tous besoin. Ils sont tous tristes, c'est épouvantable ce qui leur arrive. Sous-entendu, moi-même, à leur place, j'aurais besoin de soins, hein, c'est ça que nous disent les professionnels. Et en fait, c'est pas tout à fait vrai pourtant. Ils n'ont pas tous besoin de soins. Alors, ils sont tous tristes quand ils arrivent, ils sont tous défaits, ils doivent s'adapter à la nouvelle situation. Mais comment, justement, distinguer les ados qui auraient besoin de soins des autres?
Et ça, c'est un enjeu essentiel, à mon avis, et aussi pour la recherche. À mon avis, ça suffit la recherche entomologique où on met des diagnostics sur des grandes cohortes. On a besoin que la recherche nous dise comment on fait quoi en pratique. Et là, je pense que ça peut se penser que dans la collaboration un peu proche entre les structures qui prennent en charge ces jeunes, mais certains sont hors structure, comme on le sait, et des services de soins. Et il y a des dispositifs à penser. Bien sûr, on ne va pas envoyer tous les enfants qui pleurent voir un psy. Hein, voilà. Mais justement, comment définir des critères? On sait que dans certains foyers, un mineur non accompagné ou un enfant qui fait une crise classique, qui pète tout, etc., on nous appelle dans la demi-heure, on veut l'hospitaliser, c'est l'urgence absolue. Un MNA qui va très mal, qui a une dépression, qui est mélancolique, qui est dans son lit, qui embête absolument personne, qui a perdu 10 kilos et qui ne demande rien, et ben parfois on ne le remarque pas. Donc là, il y a vraiment une question, enfin un sujet à travailler ensemble. Ce n'est pas les psychiatres qui vont venir répandre la bonne parole dans la protection de l'enfance. Je pense que c'est des choses, des façons de faire à construire ensemble, quoi. Bon. L'importance du cadre. Alors ça, c'est un point important parce que qui on envoie chez le psy, ok, mais aussi comment on l'envoie chez le psy, en lui disant quoi. Un jour où l'ado nous énerve, on lui dit ah bah toi, tu ferais mieux d'aller voir un psy. Hein. Bon, alors ça marche pas comme adressage, par exemple. Mais qu'est-ce qu'on lui dit concrètement? Tu devrais voir un psy pour parler? L'ado, il a déjà dû faire un récit à la police, à l'assistante sociale, à 15 000 personnes, parler pour quoi faire. Comment on fait, quoi? Là aussi, il y a des choses à penser. Ça ne marche pas de dire à un mineur non accompagné, tu devrais aller voir un psy pour parler, parce que leurs pré-représentations culturelles concernant la psy sont quand même très négatives. Ils viennent de pays dans lesquels il n'y a presque pas de psychiatres et c'est réservé aux très grands malades mentaux. Et puis d'autres pays où la psy est un organe de répression et de contrôle des populations et de fichage, etc. Donc, va voir un psy pour parler, ça ne marche pas. Donc là, on a vraiment là aussi un travail conjoint à faire sur ces questions d'adressage. Un point important quand même, c'est la question du secret médical. Il est très important pour moi que dans la prise en charge, on spécifie aux jeunes que ce qu'il va nous dire est soumis à un strict secret médical. Et si ça n'est pas, parce que le dispositif est un peu autrement et tout ça, bah, il faut le dire aussi. Il faut être clair là-dessus. On a très souvent des ados qui vont en thérapie nous raconter une histoire complètement différente de celle qu'ils ont racontée à tout le monde jusque-là. Nous dire que, voilà, j'ai dit à tout le monde que j'étais orphelin, et en fait, non, c'est mes parents qui m'ont envoyé, mais tous les soirs, ils m'appellent pour m'insulter parce que je n'ai pas d'argent, pour dire que je suis la honte de la famille, ils regrettent de m'avoir mis au monde, il faut que je trouve de l'argent même si je le vole, etc. Vous imaginez ces jeunes qui vivent ça tous les jours, ils ne peuvent même pas en parler aux adultes qui s'occupent d'eux parce qu'ils se disent que euh, plus personne ne voudrait d'eux, quoi. Donc, cette question du secret médical, elle est importante. On est des espaces qui travaillent en coopération, mais qui ne sont pas transparents. Et ça, c'est important de le dire. Bon. Je n'ai pas le temps de développer tout le reste. Je pense que je déborde un peu déjà là. Il va falloir conclure. Bon. Les aspects transculturels, je pense que Sévan Minassian en parlera, donc je ne détaille pas. Mais on a parlé du pré-migratoire, du voyage, du post-migratoire, et le quatrième point particulier à prendre en compte, c'est la question transculturelle et la question de la langue, hein, mais on n'a pas le temps de le développer là. Alors après, dernière question, peut-être, je ne voudrais pas qu'on arrive à la conclusion que pour aider un mineur non accompagné, il faut un surspécialiste du trauma et du transculturel, comme Sévan Minassian, Sidney Gauthier ou Thierry Bobet, parce qu'il n'y en a pas d'autres comme nous. Hein. Et donc, ça ne marche pas comme ça. Il ne faut pas se dire qu'il n'y a que des spécialistes qui peuvent prendre en charge ces enfants. L'enjeu, c'est vraiment comment on dissémine aussi les connaissances qu'on a aux équipes et qu'est-ce qui est important finalement dans les prises en charge. Alors,
il faut adapter un peu les cadres, il faut réfléchir un peu plus, modifier certaines choses. Mais comme avec tous les adolescents, le facteur essentiel, c'est quand même l'engagement du thérapeute, la continuité. Hein, pour ces enfants, vous imaginez bien. Et sur un point important aussi, c'est de ne pas essayer d'aller tout de suite sur le contenu traumatique. D'abord, il faut créer du lien, créer une maille, je dirais. Hein. Cécile Rousseau parle du travail de dentelière ou de joaillerie. C'est-à-dire que partout où ils sont allés, on leur a demandé de raconter leur trauma, en fait. Et nous, ils arrivent chez nous, on leur dit non, ton trauma, non, parle-nous de toi, de ta vie aujourd'hui. C'est quoi tes problèmes là maintenant? Comme avec tous les ados, en fait, c'est ça qui va. C'est quoi qui te pose souci? Et quand tu étais petit, c'était comment? euh, Quand tu étais petit, que tu avais peur, qui c'est qui parlait avec toi, qui te consolait et tout ça. Et là, ils se rappellent, alors que souvent, ils ont refoulé ou essayé d'effacer plutôt tout leur passé. Il y a trop de choses horribles. Et voilà, on réanime des choses, on part du présent, on réanime des choses du passé très ancien. Et à partir de ça, on tricote un lien qui, au bout d'un moment, alors que l'adolescent va attaquer de différentes manières, et puis à un certain moment, c'est assez solide pour qu'on puisse se confronter vraiment au traumatique, parce qu'on ne peut pas en faire d'économie. Il y a un moment, en thérapie, il y a un moment, il faut y aller. Mais ça peut prendre 6 mois. Donc, voilà. Et accélérer encore un peu. Bon, voilà, ces jeunes, donc, ils doivent grandir loin de leur groupe familial, ils doivent grandir loin de leur groupe au pluriel d'appartenance, avec une famille qui est absente, mais qui peut être quand même très persécutante, qu'elle soit morte ou vivante d'ailleurs. L'épée de Damoclès des 18 ans, c'est-à-dire lance-toi dans la vie, fais des progrès, mais on te mettra peut-être dehors. Et cette dynamique d'essayer de mettre tout le passé à distance, mais ce qui conduit aussi à mettre des ressources importantes à distance. Et puis, bien sûr, les problématiques de tout ado que vous connaissez, sur lesquelles je ne vais pas revenir. Donc voilà pour ce panorama un petit peu général. Je vous remercie pour votre attention. Tout le monde connaît, j'imagine, aussi le site infomi.net, qui est un site d'information extrêmement précieux pour tous les professionnels. Voilà. Et en prime, en cadeau bonus, vous avez l'adresse de mon compte Twitter. Bon. Et à votre disposition pour des questions s'il y en a.